Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 juin, date d'enregistrement de cette vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour revenir un peu à l'astrologie, dans ses fondements, dans sa base, et revenir donc à l'interprétation du thème astrologique. Et je vous soumis le thème de Pablo Picasso. Alors bien sûr, le thème de ce génie de l'art a été maintes fois commenté, étudié. Je ne vais pas faire œuvre novateur, ça n'a rien de nouveau, d'exceptionnel. Non. De nombreuses consoeurs, confrères avant moi ont exploré ce thème. Non. En fin de compte, le but de cette vidéo, c'est d'essayer, comment dirais-je, de vous faire comprendre l'astrologie, en fin de compte, dans ce qu'elle donne et dans ce qu'elle ne donne pas. Je crois qu'il est important de savoir ce que l'astrologie peut fournir et ce qu'elle ne peut pas fournir. Alors on va partir de ce postulat. Vous êtes astrologue, et puis la maman de Pablo Picasso vient vous voir alors que Pablo n'a peut-être que 2-3 ans. C'est encore un tout petit bonhomme qui n'a pas encore donné jour à son génie, à son talent immense. Et la maman donc du petit Pablo vient vous voir, vous êtes astrologue, vous montez son thème. Alors comme je vous l'ai souvent dit, aucun thème ne permet de savoir que nous sommes en présence d'un génie. Il faut débarrasser l'astrologie de ce type de pensée. L'astrologie n'est pas un art divinatoire, que ça soit bien entendu une fois pour toutes. Sinon, on va partir sur des mauvaises bases et on va emprunter des mauvaises routes. Comme le disait ce cher André Barbeau, dans un article qu'il avait consacré à Picasso, voici ce qu'il disait. Début de citation. Commençons par nettoyer le terrain en alignant les cadavres de l'astrologie des illusions. Cet ensemble de configurations n'indique ni que Picasso est un peintre, ni qu'il est devenu archi-milliardaire, ni qu'il est parvenu à une gloire universelle unique en son genre, ni même simplement qu'il a vécu 90 ans, fin de citation. Cet extrait du livre d'André Barbeau, Connaissance de l'astrologie, qui a été publié au Seuil en 1975. Voilà pour la source. Et oui, alors on va me dire, ah bah oui, mais alors l'astrologie, ça sert à quoi si on n'est pas capable de dire ça? Eh bien, heureusement qu'on n'est pas capable de dire, au vu d'un thème astrologique, toutes ces informations. Ça veut dire que l'homme reste encore libre de s'enfanter lui-même et est libre de sa propre destinée. Alors, on est devant ce thème. Maman Picasso est devant vous, vous êtes astrologue, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à la maman Picasso sur le thème du petit Pablo? Ah, là c'est intéressant. Là, on est devant vraiment le langage astrologique. Qu'est-ce qu'on va être capable de dire? Alors, on voit que Pablo est né le 25 octobre 1881 à 23h15 à Malaga, en Espagne. Il était né un mardi le jour de Mars. Alors, on voit que Pablo est né sous le signe du Scorpion, le soleil est en Scorpion, avec un ascendant Lion. Soleil Scorpion, Mercure Scorpion, Lune Sagittaire, Saturne, Neptune, Jupiter, Pluton en Taureau, Mars en Cancer, Uranus Vierge, Vénus Balance. Voilà exactement l'état du ciel de Pablo Picasso. Alors, voilà. Eh bien, on va déjà commencer par dire à la maman, on va lui dire voilà que il est né sous le signe solaire du Scorpion, Scorpion qui est un signe d'eau, féminin, paradoxal, signe d'eau, féminin, fixe, avec 2 planètes détonnantes, Pluton et Mars. Pluton, on dit le dieu des enfers, et Mars, le dieu de la guerre. Donc déjà, on va dire à maman
Picasso que son fils est marqué au niveau du conscient, du cœur, que sa pulsion de vie, son énergie vitale, passe à travers le prisme du signe du Scorpion, et que le signe du Scorpion a 2 planètes qui lui sont dévolues, à savoir Mars et Pluton. Il ne faut jamais oublier la maîtrise de Mars quand même sur le Scorpion. Mars et Pluton. Pluton est en Taureau et Mars est en Cancer. Pluton est conjoint à Jupiter en Taureau dans la maison 10 du thème, et Mars, lui, est dans le signe du Cancer, dans la maison 12. Un Mars en Cancer, on dit qu'il est en chute. Mais, comme je vous l'ai souvent dit dans mes différentes interprétations, ce n'est pas parce qu'une planète est en chute qu'elle perd de ses valeurs intrinsèques. C'est un Mars qui est au service des valeurs de la Lune. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un Mars qui est faible. Et comme je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, il y a en psychologie ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation. Ça, c'est une première chose. Donc, on va expliquer à cette maman que le signe du Scorpion est un signe inquisiteur, un signe qui va au fond des choses, un signe qui est à la fois habité par des pulsions destructrices et autodestructrices. C'est le mythe du phénix, bref, un soleil très fort. Avec évidemment, le Soleil, Saturne, il a une opposition, vous voyez, Soleil-Saturne, il y a là les valeurs du père, le Soleil symbolisant le père, et Saturne, les valeurs du patriarcat. Il y a une opposition Soleil-Saturne, donc un rapport au père qui peut être au départ très fort, qui peut ensuite être lié à une, comment dirais-je, une volonté d'arriver à tourner le dos aux valeurs incarnées par le père, Saturne tournant le dos à l'esthétique solaire. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une tension très forte avec le père, donc on pourrait dire à la maman quel est le rôle du père, quel est le poids du père dans le clan Picasso, et on sait que le papa avait mis le petit Pablo très tôt à la peinture, et que c'est grâce à son père que le petit Pablo a commencé à peindre, et puis alors très très vite, il a dépassé son père à une vitesse phénoménale, et le père a lâché les pinceaux quand il a vu la précocité et l'immense talent déjà de petit Pablo, mais on voit déjà qu'il y a l'héritage paternel qui est très fort au départ, qui est là par ce soleil. Ensuite, l'ascendant est Lion, donc le maître d'ascendant du moi profond est aussi en Scorpion dans cette maison 4. Donc on voit qu'il y a là un moi profond solaire et le soleil qui marque l'ego. Donc on voit qu'il y a là également ce retour donc des valeurs solaires dont je vous parlais à l'instant, par rapport à Saturne, donc une volonté de dégagement, d'affirmation du moi et de l'ego très fort, et pour ce faire, il fallait à tout prix rompre avec les valeurs de la tradition du passé et avec les valeurs du patrimoine paternel. Donc, une affirmation de l'ego qu'elle est très forte. Donc, on aurait pu dire à la maman de Pablo, attention aux relations que le petit Pablo va entretenir avec son père, parce qu'évidemment, on ne sait pas que nous avons devant le... N'oubliez pas que nous ignorons que nous avons devant les yeux le thème d'un personnage exceptionnel. On ne le sait pas. On ne peut parler que d'un potentiel, d'une trame psychologique. Toujours pareil. Bon. Donc on voit que ce soleil-là est très fort, très puissant. Il est angulaire, angulaire au fond du ciel. On a un Mars qui est au lever, et puis on a une angularité saturnienne. Soleil, Mars, Saturne. Première chose. Ensuite, on peut passer à Mercure. Mercure qui marque la pensée, la communication, la mobilité. C'est un Mercure Scorpion, un Mercure Faustien, un Mercure Marso-Plutonien. Il est là très fort et il marque des oppositions puissantes, opposées à Neptune, opposées à Jupiter, opposées au Maître. Donc on a là un Mercure qui va, comment dirais-je, devoir puiser dans ses fondements, la 4, dans ses tripes, le Scorpion, pour s'affirmer, parce qu'on voit qu'il y a un faisceau d'opposition. Donc on voit que le début de vie, l'adolescence de Picasso a été une adolescence très tourmentée, certainement en proie à des grandes crises intérieures, pour arriver à s'extraire de cette maison 4 et arriver à grimper vers les sommets de la maison 10, donc son affirmation sociale. Mercure, dans son thème, est le maître de la maison 3, qui est une maison qui est liée à l'expression, à la communication. Donc on a un Mercure maître de 3, qui se trouve en Scorpion. Et il est également maître de la maison 11, qui est une maison d'appui et de relation. Alors la maison 3,
Elle est mercurienne, donc déjà, quelque part, la maison 3 est une maison qui est liée donc à l'expression, donc le fait qu'elle soit sous la maîtrise de Mercure en Vierge est déjà plutôt un signe positif, et on voit que dans cette maison 3, nous avons Vénus. Ah, Vénus. Alors Vénus, elle est importante. Pourquoi? Elle est dans son domicile, la Balance, et puis elle est maître de Saturne, de Neptune, de Jupiter et de Pluton. Donc cette Vénus est très belle. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois la précision, l'acuité intellectuelle de la Vierge et l'expression vénusienne également qui sont liées à la maison 3, maison d'expression. Vénus, c'est l'expression artistique, c'est la recherche de l'harmonie, de l'équilibre. On pouvait éventuellement dire à la maman Picasso que son fils allait peut-être avoir des aptitudes créatives dans sa vie, peut-être une capacité d'expression artistique, mais rien ne permettait de l'affirmer. Surtout que Vénus est quand même maîtresse du maître d'ascendant, du maître solaire, veuillez me pardonner, de Jupiter, qui maîtrise la Lune qui est en Sagittaire, de Neptune et de Saturne. Donc Vénus est forte. Donc Vénus, on peut dire que Vénus va jouer de toute façon dans l'expression, de Pablo Picasso. Il va puiser dans le clavier mercuro-vénusien. D'accord? Alors après, la maison 3, c'est la maison des frères et sœurs, de l'entourage. Son entourage proche a été mercuro-vénusien, puisqu'il a fréquenté toute l'intelligentsia de l'époque, le milieu intellectuel et artistique, mais ça, on le sait. Mais au départ, on pouvait dire à maman Picasso que son fils aurait sans doute un entourage à la fois intellectuel et vénusien, où il y aurait certainement une recherche d'harmonie, mais tout au moins un milieu cultivé et artistique. Surtout que Mercure est également maître de la maison 11. Donc ça ne fait qu'en rajouter, je dirais, dans la cour, si vous me passez la formulation. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde la chaîne planétaire, alors la chaîne planétaire, de Pablo Picasso, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Bon, je vais essayer de vous la centrer, voilà. Eh bien, on voit que c'est Vénus qui est tout en haut de la chaîne avec 10 points d'émission. Vous voyez, je vais vous faire un petit nettoyage pour bien vous montrer tout ça. Bing, bingo, bingo. Je vais essayer de vous arranger ça, vous puissiez lire ça convenablement. Voilà, et voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la chaîne planétaire? On voit que Soleil et Mercure dépendent de Mars. Soleil et Mercure sont dans le signe du Scorpion, donc sous la maîtrise de Mars. Lequel Mars est sous la dépendance de la Lune, puisque Mars est en Cancer. La Lune est sous la dépendance de Jupiter parce qu'elle est en Sagittaire, et Jupiter est sous la maîtrise de Vénus et Saturne également, puisque dans le septénaire traditionnel, on sait très bien que, Saturne était... était exalté. Saturne est sous la maîtrise de Vénus. Excusez-moi, je suis en train de m'emmêler les pieds, veuillez me pardonner, puisque Jupiter et Saturne sont dans le signe du Taureau, donc sous la maîtrise de Vénus. Voilà, j'étais en train de penser à la Vénus Balance, mais en haut, Jupiter et Saturne sont dans le Taureau, donc sous la maîtrise de Vénus. Donc on voit que Vénus est la planète la plus haute dans son thème, et elle tire tout l'attelage. Donc on voit que l'expression vénusienne allait tenir un rôle dans la vie de Pablo. Maintenant, dans quel domaine? Vénus, vous savez, c'est pas forcément l'art, c'est aussi la vie sociale. Ça peut revêtir beaucoup d'orientation. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir non plus. Quand on voit des Vénus qui sont collées au milieu du ciel, ça ne vous donne pas forcément des vocations artistiques non plus, mais il y a une expression vénusienne qui va participer au destin de la personne et à ses choix sociaux, professionnels. Voilà. Et puis si on fait intervenir les planètes transpersonnelles, parce que là j'en suis resté au septénaire traditionnel, c'est-à-dire je me suis arrêté à Saturne, mais si on fait intervenir aussi les transpersonnels, ça ne va rien changer. Ça sera toujours Vénus qui sera la planète la plus importante dans ce cocktail-là. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre ça correctement pour que vous puissiez visualiser ça convenablement, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu
dans le désordre, mais vous voyez, j'arrive à peu près à vous faire un dessin correct, voilà. Vous voyez un petit peu l'enchaînement des choses, et vous vous apercevez que c'est toujours Vénus qui mène la danse d'un bout à l'autre de la chaîne. Vénus est au haut de toute la chaîne. Vous voyez, là aussi, toutes les planètes qui sont prises en compte, y compris les transpersonnelles, passent par la dominante de Vénus. Donc Vénus tient un rôle capital, c'est la planète la plus haute de son thème. Ce qui nous ramène aux valeurs d'expression dans le thème de Pablo Picasso. Donc on pouvait dire à sa maman que il serait intéressant, par exemple, de le sensibiliser à des expressions artistiques. Et là, on en revient à la valeur du père dont je vous ai parlé tout à l'heure, le soleil en maison 4, puisque c'est le papa qui va donner sa première palette et ses premiers pinceaux au petit Pablo. Et après, on sait le chemin qu'il va faire, un chemin absolument prodigieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah, la Lune. On va parler de la Lune. Eh oui, cette Lune qui est quand même maîtresse de Mars, lequel Mars est maître du Soleil, et de Mercure, et du milieu du ciel. Ce Mars-là, cette Lune qui est sous la maîtrise de Mars, mais cette Lune qui est en Sagittaire, sous la maîtrise de Jupiter dans la maison 5 qui est une maison festive de la vie amoureuse, de la création, des enfants, eh bien la présence lunaire, on sait combien les femmes ont eu un rôle important dans la vie de Pablo Picasso. On peut dire qu'à chaque rencontre féminine, ça a marqué des étapes dans les différentes époques de la vie créative de Pablo Picasso. Donc on peut dire que l'élément lunaire va tenir un rôle très important dans sa vie. Donc il a eu de nombreuses femmes d'origine étrangère. Il a eu également de nombreux enfants. La lignée des Picasso, c'est quelque chose. Donc on va dire qu'il y a une fertilité. Il a une lune jupitérienne. C'est une lune très épicurienne, très gourmande. Et la lune est également par exaltation maîtresse de Saturne, Neptune, Jupiter et Pluton. Ne jamais oublier les exaltations. Donc la lune est à la fois maître de Mars, qui est maître du Soleil et de Mercure, et par exaltation, elle est maître de ces 4 planètes, et elle est dans Sagittaire. Donc on peut dire que là, la Lune qui marque la sensibilité, l'imaginaire, est d'une très très grande fécondité, d'autant plus qu'elle est au sextile de Vénus et au trigone de l'ascendant. Alors après, il y a un sesquicarré MC, mais ça on s'en fout, et il y a un quinconce à Saturne. Alors, et elle est conjointe au nœud nord. Donc on peut dire que là, on connaît la vie de maintenant de Pablo Picasso, cette lune conjointe au nord, il l'a vécu à fond, totalement vécu. Mais au départ, on est devant maman Picasso, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il va y avoir une fertilité chez ce garçon qu'il va falloir nourrir, entretenir, aiguiser. La lune est en 5, en Sagittaire. On peut augurer qu'il va avoir une vie quand même amoureuse. Vous vous rendez compte, il y a un sextile Vénus-Lune, c'est beau, hein, peut-être assez riche, assez importante, que la créativité, la fertilité vont être importantes dans sa vie, c'est l'imaginaire, c'est une lune évidemment jupitérienne, c'est une lune gourmande, comme je l'ai dit, épicurienne, donc il va y avoir un très grand appétit, une gourmandise dans la vie de Pablo importante, et alors, la Lune, maîtresse de 12, que dirait maîtresse de Mars? La Lune 12, comment dirais-je? Les amours secrètes qu'il a eu au départ, parce que il rompait à chaque fois, hein, quand il rencontrait une femme, il y avait la rupture, et il était là-dessus, sur ce terrain-là, très très cassant, hein, ce Mars sous la maîtrise de la Lune, mais en même temps Mars imposant ses volontés à la Lune, il rompait définitivement et il passait à autre chose, hein, sur ce terrain-là. D'ailleurs, il avait cette phrase, je crois, Picasso, qui me revient à l'esprit. Il avait dit « Méfiez-vous de la sensibilité, elle peut vous faire croire en n'importe quoi, ou vous faire croire en tout. » Vous voyez, c'est assez significatif de ce Mars en Cancer 12. « Méfiez-vous de la sensibilité, elle peut vous faire croire en n'importe quoi. » Je crois qu'il avait dit ça. Assez révélateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le thème? On voit un Uranus en maison 2, sous la maîtrise de Mercure, au trigone de Neptune. Alors évidemment, on peut augurer que
Un Uranus 2, on peut dire que c'est un homme qui va avoir envie de gagner une indépendance financière pour être dans une interprétation très basique. Mais vous savez, les interprétations basiques en astrologie fonctionnent très bien. Pas besoin de grimper dans les échafaudages du spirituelo nirvana transcendantal. Uranus au service de Mercure, en 2, au trigone de Neptune. Un besoin d'acquérir une indépendance financière en même temps qu'il peut donner une vie chaotique. Uranus est le maître de la maison 7, la maison des contrats, le maître de 7 en 2. On sait que Picasso a une indépendance financière, n'en parlons pas, il a été archimilliardaire, grâce à une valeur mercurienne, intellectuelle, maître de 3. Au trigone de Neptune, Neptune c'est les forces de l'imaginaire, c'est l'ouverture... comment vous dire, c'est la vastitude. Donc il a un très beau trigone. Alors le semi-carré au soleil va marquer sa nature indépendante, farouchement indépendante, un homme libre. Le semi-carré est un aspect très fort, surtout que là il a ce que j'appelle, il a quand même son opposition, vous voyez, son opposition à Saturne. Le soleil n'est pas opposé à Neptune, mais en même temps, la conjonction Saturne-Neptune fait que les deux se relayent, voyez. Donc, Uranus, là, joue par un besoin d'indépendance, certainement financière, et une vie qui a été une vie, ma foi, là aussi reliée au Soleil. Le Soleil en 4 aussi, c'est la possibilité de se constituer un patrimoine dans une vie importante. Et on sait qu'il a un patrimoine énorme, puisque la succession de Picasso a pris des années avant d'arriver à faire le recensement de tout ce qu'il avait fait, puisque quand il quittait un atelier, il laissait tous les tableaux à l'intérieur. Il n'emportait rien avec lui. Alors on voit donc cet Uranus en maison 2, qui marque l'indépendance, maître de 7. Et enfin, ce milieu du ciel avec ces 4 planètes qui vont marquer une oralité forte. Le taureau est un signe de terre, pragmatique, matérialiste, et on voit une oralité. Alors avec Saturne, on peut parler d'une oralité insatisfaite qui a besoin sans arrêt de combler un manque. Ça va donner une énergie, une boulimie énorme, et on sait que Picasso a été un véritable prédateur. Il disait, s'il y a une seule chaise dans une pièce, elle est pour moi. Ça veut tout dire. Donc on pouvait dire à maman Picasso qu'il avait une capacité de bâtir un destin, un empire avec ça énorme. Donc il y avait une capacité, une mobilisation vénusienne dans un signe fixe du taureau, avec une capacité de concentration, un imaginaire et une puissance, une survolonté. Le maître du signe solaire de Mercure et du maître d'ascendant est conjoint à Jupiter. Donc là, on est dans une position on est dans une surpuissance, une survolonté très forte. Donc on pouvait dire à maman Picasso que son fils avait l'aptitude aussi de se bâtir, de se construire son entreprise. Son entreprise a été vouée à l'art, Vénus. On a vu dans la chaîne planétaire l'importance qu'elle revêt. Et en même temps, alors, comment ne pas voir aussi toutes les créations autour de la tauromachie et du Minotaure, les magnifiques créations qu'il a fait autour de Minotaure, qui sont d'une beauté absolument remarquable. On voit une puissance énorme, Mars, maître de 10, qui est au service de la Lune, l'imaginaire, féconde en maison 5 par Jupiter, et ces 4 planètes en taureau qui lui donnent une surpuissance. Mais évidemment, au départ, on ne peut pas affirmer les choses. On peut dire qu'il y a une puissance de réalisation dans ce thème, une force inouïe, une capacité à renaître de ses cendres sans arrêt. Ça a été les différentes époques de ses créations, époque rose, époque bleue, il est passé au cubisme, après, bref, il s'est sans arrêt remis en question. C'est une œuvre qui est passée par de multiples étapes, ce qu'on appelle les époques. Saturne, au service de Neptune, de l'imaginaire, il est né sous le cycle Saturne-Neptune, voyez-vous. Et d'ailleurs, voyez, il est né sur le cycle Saturne-Neptune et le cycle est en train de se recréer actuellement là, à 0 degré du Bélier. Je suis en train, vous voyez, de vous interpréter son thème. Quelque part, il n'y a jamais de hasard. Enfin, Neptune est le maître de sa maison 9 qui marque l'étranger, l'international. Un maître de 9 en 10, on peut augurer que l'étranger allait jouer un rôle important dans la vie de ce garçon. On peut augurer ça, et jouer un rôle
dans la structure de sa vie ait un rôle pérenne par Saturne, hein, Neptune, maître de 9. Alors la 9, c'est à la fois l'ailleurs géographique et l'ailleurs intérieur. Par Neptune, ça marque évidemment la puissance créative de l'imaginaire de Pablo Picasso et le rayonnement international qu'a connu son œuvre. Donc au départ, on aurait pu dire à maman Picasso, votre fils pourra peut-être un métier qui le mettra en rapport avec l'étranger et l'international. Mais on ne pouvait pas augurer de l'intensité, de la hauteur, de l'octave à laquelle il allait interpréter son thème. Comme vous le savez, j'aime beaucoup comparer l'astrologie à la musique, et le thème astrologique, pour moi, je dis que c'est une partition musicale céleste intérieure, et c'est qu'à chacun d'entre nous d'être le virtuose de cette symphonie. Eh bien, on voit que Picasso, lui, l'a interprété à une octave maximum, hein, c'est clair, puisqu'il nous a laissé une œuvre, un patrimoine, hein, énorme, magnifique. Hein. Moi, j'habite à quelques minutes du musée Picasso à Paris, et il m'arrive assez souvent de m'y rendre et de me promener au niveau de ses différentes œuvres, et c'est toujours pour moi un émerveillement et un ravissement. Alors il est vrai que son soleil est conjoint à ma conjonction Mercure-Neptune, et son Mercure tombe sur mon soleil, et nos lunes sont en conjonction. C'est vrai qu'on a de la résonance tous les deux, mais je ne suis pas le seul, et pas besoin d'avoir ces rapports synastriques pour avoir une admiration pour son œuvre. Alors voilà un peu ce qu'on pourrait dire à la maman de Pablo Picasso, une vie qui va être très féconde, certainement sur le plan amoureux, avec un Uranus qui est maître de la 7, la stabilité. Alors il s'est marié, il a divorcé, bref, il a une vie absolument incroyable, quoi. C'est un destin exceptionnel que celui de Picasso, hein, soyons clairs. Mais voilà, un petit peu, il a commencé à vivre très tôt, Uranus maître de 8, hein, en 2. Il a commencé à vivre très très tôt à Saint-Pâture, Picasso. Il a ramé les premières années quand il est arrivé à Paris, évidemment. Hein, il est allé à Montmartre, au bateau Lavoir, et il s'est constitué son petit atelier, comme le faisaient tous les peintres à l'époque. Mais très 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 vite, il a été repéré, et il a commencé à vivre très très vite de sa peinture. La galère a été de très très courte durée pour lui. Hein. Alors on voit un ascendant Lion très fort, en 4, patrimoine, hein, carré ascendant, semi-carré Uranus, opposé à Saturne, hein, un grand combat. Il a mené un grand combat au départ. Alors, intéressant, le trigone Uranus-Neptune. Il n'y a pas le trigone à Saturne, hein. J'aimerais bien le faire parce que c'est à la fois modernité et tradition, mais tout au moins on voit que Neptune, qui marque l'intuition, la réceptivité, au service de Vénus, est au trigone d'un Uranus au service de Mercure, au trigone l'un de l'autre. On voit quand même que les puissances de l'inspiration étaient au service d'Uranus, qui marquait, comment dirais-je, le côté novateur, génial du personnage, on peut le dire maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'il est toujours allé de l'avant, et il a ouvert les courants de la peinture moderne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est un homme qui s'est remis en question, qui est allé de l'avant et qui a apporté un souffle novateur à la peinture. Et tout ça au service du soleil, maître de l'ascendant, du moi profond et de l'ego, puisque c'était Yo Picasso, moi Picasso. Il avait un ego surdimensionné, mais voilà, un ego qui nous a laissé une œuvre absolument magnifique, monumentale, et ô combien, comment dirais-je, admirable. Vous savez que le nombre de monographies, de thèses sur Picasso, c'est monumental. Hein. Et il y a tous les ans des expositions qui sont organisées autour de l'œuvre de Picasso. Bref, donc c'est exceptionnel. Alors voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors c'est très succinct parce qu'évidemment, alors vous voyez, le soleil est le maître de la maison 2. Vous voyez, il a une cuspide de 2 en Lion, là aussi, un maître de 2 en 4, constitution d'un patrimoine, qui part de l'héritage paternel, mais l'héritage paternel, c'est l'héritage artistique, quand le père lui a mis la palette, le pinceau entre les mains. C'est un peu comme Mozart. Hein. Et là aussi, il faut tenir compte du contexte aussi, vous voyez. Alors, 25 octobre 1881, 23h15, Malaga, c'est certainement pas le seul à être né. Il a certainement jumeaux devant les astres.
Mais Picasso, il n'y en a eu qu'un. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Ça veut dire qu'ils se sont certainement constitués un petit patrimoine. Ils ont monté leur petit empire, leur petite entreprise dans lesquelles ils ont eu un rôle central. Évidemment, mais pas à la hauteur de Picasso. C'est, si vous voulez, le génie, c'est le mystère de l'incarnation et ça doit demeurer un mystère et tant mieux. Si l'astrologie pouvait tout dire, mais ça serait une catastrophe. Est-ce que vous vous rendez compte l'outil de puissance, de domination que l'astrologie serait? Et ça ne serait même pas comment dirais-je, une science évolutive qui nous permettrait de comprendre l'être, ça serait une science qui permettrait de faire de la sélection. La pire des choses qui soit. Heureusement qu'on ne le peut pas, et je l'affirme, on ne le peut pas. Qu'on vienne pas me fatiguer avec les symboles Sabian, les symboles Jandus, pour trouver ce n'est pas vrai. D'abord, les symboles, il n'y en a pas un qui dit la même chose, tout ça, ça me fait rigoler. C'est de la triste littérature astrologique à laquelle je n'abonde pas, que ça soit bien clair. Je laisse mes consoeurs et confrères qui aiment naviguer dans ces continents-là, je les laisse libres de naviguer dans ces continents-là, mais moi je ne peux pas rentrer dans cette approche-là, ça ne me correspond pas, pour être très clair. Alors voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur le thème de Picasso. Hein. Vénus quand même domine, hein, vous voyez. Et indéniablement, hein, et la chaîne planétaire l'a démontré. Que vous dire d'autre encore? Il y aurait des tas de choses à dire. Hein. Alors Jupiter, qui est le maître de la Lune, j'ai oublié de vous dire, il est sous la maîtrise de Vénus. On a un Jupiter vénusien. Donc on revient aux valeurs vénuso-lunaires et conjoint à Pluton, qui est le maître du signe solaire. Donc là, Jupiter-Pluton 10, c'est très puissant. Vous voyez, en plus, j'ai oublié de vous dire que Vénus est au trigone de Pluton. Alors c'est un trigone dissocié, c'est vrai. Hein, donc les éléments ne sont pas compatibles, mais on a l'orbe du trigone. Et c'est vrai que Picasso est passé aussi par une phase de création d'œuvres érotiques très forte. Hein, et puis ce Mercure opposé à Pluton. Alors en même temps, comment dirais-je, l'opposition Soleil-Saturne, c'est, je dis toujours que Saturne tourne le dos à l'esthétique solaire. Alors vous savez que comment dirais-je, avec Saturne, Picasso a démembré les œuvres. Hein. Vous vous souvenez au moment où il avait fait les œuvres cubiques, les profils, ça ne ressemblait à rien. Les gens étaient épouvantés par ce qu'ils voyaient, puisque les corps étaient démembrés, les nez étaient énormes. On voyait qu'il y avait une volonté de tourner le dos à l'esthétique solaire. Quand Picasso a peint les Demoiselles d'Avignon, ça avait suscité un scandale énorme à l'époque. On avait dit, je crois que c'était André Salmon qui avait dit « on te retrouvera pendu à côté de ta toile ». Ça avait été une œuvre à l'époque révolutionnaire, les Demoiselles d'Avignon. Le côté révolutionnaire est lié à Saturne en 2 au trigone de Neptune, sous la maîtrise de Mercure qui est en Scorpion. Là, on est dans un côté provocateur, un côté qui va déstructurer et détruire les formes et les conventions d'un art conventionnel saturnien. On voit qu'il a tout déstructuré pour imposer son propre regard, le Soleil, et sa propre singularité Uranus. Voilà. Mais tout au moins, on pouvait dire à Madame Picasso que ça serait un garçon qui allait avoir une singularité, une indépendance dans ce qu'il serait amené à faire. C'est certain. Maintenant, en quoi? Point d'interrogation. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage Picasso. Voilà, j'espère que ce parcours bref vous aura intéressé. Vous voyez aussi, Saturne est le maître de la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien. On a un maître de 6 qui est dans le signe de Vénus, conjoint à Neptune. Vous voyez, là aussi, pareil. Partout, on se tourne. La Lune aussi, qui est maîtresse de 12 et de Mars, qui est le maître du Soleil, est en Sagittaire, qui marque encore Jupiter l'étranger. Aussi. Alors, il est né en Espagne, il est venu très très vite à Paris, il s'est déraciné très très vite de son milieu. Hein. Donc, on voit déjà dès le départ le rapport avec l'étranger qui s'est posé très très tôt à lui. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire succinctement au vu du thème de Picasso. Un thème intéressant. Alors après, quand on sait, évidemment, on colle évidemment la symbolique, on la plaque sur le connu. Mais ce qui est intéressant, c'est de partir de l'inconnu, un thème de base qu'on ne connaît pas, essayer de le déchiffrer du mieux possible et essayer de se mettre à la place. Donc,
d'un astrologue, et maman Picasso vient vous voir, et voilà, qu'est-ce qu'on va dire de ce thème. Alors, Mars est le maître du milieu du ciel, hein. Donc on a un MC qui est sous la maîtrise de Mars, donc un côté fonceur, comment dirais-je, démolisseur, hein. Alors là, on avait l'oralité, hein, c'est-à-dire que il disait « je ne cherche pas, je trouve », et il disait « je peux faire tout ce que les autres font et en mieux ». Et c'est vrai qu'il l'a démontré toute sa vie, il a avalé tout le monde, il a englouti l'oralité très forte, hein, et il a transformé pour aller de l'avant, moderniser la peinture. Alors 1,10 m en 12, bah évidemment ça peut donner des ennemis. Alors évidemment il a été jalousé, il a été controversé, il a été attaqué, mais bon, vous avez de quoi répondre. Vous voyez, ce Mars-là est au sextile de Saturne et de Neptune, hein. Ça va, hein. Il n'est pas trop, comment dirais-je, inquiété, hein. Mars 12, bon bah oui, mais c'est pas gênant pour ça. Ça ne l'a pas empêché d'avancer et de faire ce qu'il avait à faire. Voilà, eh bien écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous également à mon site internet, les éternels mêmes palabres de fin de vidéo. Et puis, bien écoutez, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un beau dimanche puisque nous étions le dimanche 8 juin, date d'enregistrement de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.